heureuse de vous retrouver aujourd'hui en Nord-Vendée, plus précisément aux Herbiers à Ardelais, tournée vers Saint-Paul-en-Parais. Capitale du haut-bocage vendéen, les Herbiers conservent un riche patrimoine environnemental essentiellement composé de collines, de chemins creux, mais aussi de cours d'eau tels que la Grande Maine ou encore ici le Petit Lay. C'est ici que se situe le château du Bois-Tissando, un château aménagé ici au XVIe siècle, un château entièrement ceint d'un jardin, tout un ensemble étudié par l'architecte Marie-Eugène Hérault. Bienvenue au jardin. Marie-Eugène, merci d'avoir accepté de nous rejoindre ici au Bois-Tissando. J'aimerais bien que vous reveniez, parce que c'est vrai, quand on arrive, la composition semble compliquée pour le Bois-Tissando. On voit cette grande allée, ce château au bout, et là on découvre un espace absolument improbable. Oui. Alors compliqué, oui et non. C'est-à-dire que si on se réfère aux règles qui se mettent en place au XVIIe, oui, c'est pas compliqué. Donc il suffit de connaître ces règles. Vous allez nous les apprendre alors. Juste quand même pour commencer à cadrer ça, on est à un moment charnière où le jardin, au Moyen-Âge, il est en dehors du château. Il n'est jamais sous les fenêtres du château. C'est vrai. Et tout d'un coup, depuis la Renaissance, donc depuis que, par exemple, François Ier est allé en Italie, a vu de très beaux jardins, le jardin vient se mettre sous les fenêtres du château. Et ça, c'est important. Parce qu'avant, il était n'importe où ailleurs dans la campagne. Il était clos de murs ou de haies, ou même de canaux. Mais là, ici, tout d'un coup, il vient participer à l'ensemble du paysage autour du château. C'est très intéressant parce qu'ici, au Bois-Tissando, on aurait un de ces exemples de ces premiers jardins qui, pour la première fois, en fait, sont conçus en lien direct avec l'architecture. Oui, alors à mon sens, c'est, en Pays de Loire en tous les cas, c'est le plus beau et le meilleur exemple qui existe de ces jardins-là du début du XVIIe. Les premières règles, c'est j'invente en fait un axe qui va être un axe organisateur des espaces et non pas un axe de symétrie. D'accord. Vous verrez si vous regardez mieux, l'axe de symétrie qui passe au milieu du château ne passe pas au milieu des portes du château. La porte du château est toujours décalée. Une des règles, c'était d'envoyer des allées dans le grand paysage. D'accord. Mais ce n'était pas des accès du château. Ce n'est pas par là qu'on rentrait dans le château ou qu'on venait au château. L'accès au château du Bois-Tissando se faisait par un petit chemin là, qui descend actuellement, qui descend plutôt vers la grotte là, de Lourdes. Donc finalement, à partir de cet axe, toutes les compositions... Alors après, tout se compose, s'ordonne. Moi, je préfère le mot ordonner. S'ordonne, effectivement. Donc vous avez, là c'est très clair, l'axe... donc cette grande allée d'entrée. Ouais. Après, vous avez la cour d'honneur. Et puis, vous traversez le château. Après, vous avez le jeu de terrasse, puisqu'on commence à occuper les pentes. Et ces terrasses se dessinent au pied du château. On dit qu'elles sont réglées sur le château. C'est exactement la dimension, la largeur, la longueur plutôt de la façade du château. On va voir tout ça. On y va vite alors. N'hésitons pas. Je vous suis. Marie-Eugène, donc on a vu jardin, architecture, ici au Bois-Tissando, donc conçu de manière simultanée. Est-ce qu'on s'intéresse aussi au paysage? Alors toujours, mais on s'intéresse d'abord au jardin et il est toujours cohérent avec le paysage. Ouais. Donc une des grandes règles, c'était des fenêtres du château ou là de cette terrasse étroite qui sert de balcon en fait. Ouais. On doit embrasser l'ensemble de la vue du jardin et la vue du paysage. Et c'est vrai que là, Marie-Eugène, on se retourne et forcément, ils nous ont conduits jusqu'ici,
on est attiré par ces taupières qui sont Oui. absolument grandioses. Alors ces taupières, c'est des espèces de monstres. De monstres, c'est de exactement monstres, ça, oui, on va oui. s'approcher. Des monstres qu'on pourrait appeler fantomatiques, c'est-à-dire c'est vraiment des allures de fantômes, on ne sait pas ce que c'est en Non. fait. Ça ne correspond à rien du XVIIe, sauf éventuellement les formes, D'accord. mais qui se sont délitées puisque tout ça c'est des problèmes de taille, hein, c'est des choses mal taillées. Donc petit à petit on a perdu ça, on n'a pas taillé au départ en revenant sur la taille d'origine. Donc petit à petit l'if s'est agrandi, a grossi pour devenir un monstre. Est-ce qu'on a des sources pour ce jardin du Bois Tissando sur sa création, sur ses reprises? On a peu de sources, très peu. À part des plans donc, de 1806, un plan après, puisqu'il y avait un conflit entre les deux propriétaires, mais on n'a rien. La seule chose intéressante, c'est que tout est en place, en fait. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une certaine culture en fait, du jardin 17e, vous le voyez. Vous voyez tout. Là. Ici, il y a eu très très peu de choses qui ont été transformées. Vous voyez, ne serait-ce que par exemple ces deux piliers avec ces urnes Ouais. plus ou moins chinoises, elles sont sur le plan de 1806 et elles encadrent en fait le bassin à chevaux, enfin le bassin pour abreuver les chevaux et le vivier qui était en partie loti. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce jardin ait été préservé? Ce jardin, il a été préservé, oui et non, parce qu'au niveau des végétaux, là actuellement, il est en mauvais état, on peut le dire. Mais le terrain a été préservé en tant que tel. Parce qu'en fait, il est à l'écart de tout, c'est resté dans des familles qui n'ont pas eu à s'agrandir. Oui. C'est pas si préservé que ça, puisqu'en fait, ici dans l'axe, parce que je reviens sur l'axe organisateur, il y a toujours des axes secondaires, puisqu'en fait, on va développer le jardin d'un côté ou de l'autre de cet axe. Et là, on le voit bien, on l'a développé ici par un grand jardin au sud, Oui. qu'on appelle le jardin à cuisine. Donc, Ok. et de ce côté-là, on avait développé en fait une galerie montée sur pilotis. Alors la galerie d'origine, au XVIIe et même avant, puisque ça pouvait être de la charpente de bois, Ouais. c'est un couloir étroit qui vient en surplomb du paysage et qui permet de se promener. Et vous regardez d'un côté, vous regardez le paysage par des fenêtres. Mais c'est extraordinaire ça. Mais oui. Et donc, la traduction de ça après, 19e, la galerie, c'est la galerie de musée, où vous avez Mais des galeries, complètement. des pièces étroites, et vous avez des tableaux d'un côté ou de l'autre. Alors là, vous le voyez bien que l'axe organisateur, il est ici, il est toujours créé, il est toujours indiqué par un petit jet d'eau. Très souvent d'un petit jet d'eau. Donc ça, c'est le petit jet d'eau, qui n'est jamais des jets d'eau grandioses. Non. Ça fait 50 cm, Quelques 1 mètre centimètres. maximum. C'est rien du tout. Ça, on est sûr que c'est un bassin du début 17e, par la façon dont dont les pierres en fait sont Placées. maçonnées en bas, là, en partie basse, le sol. Les joints, on n'en a pas besoin là. Ça a été jointoyé au ciment, mais on n'en a pas besoin. Derrière, dessous, derrière, sur les côtés, il y a une couche d'argile qui fait l'étanchéité. Donc là, finalement, Marie-Eugène, nous sommes dans un vrai livre d'histoire. Tout à fait, ça n'y a aucun problème là-dessus. On peut prendre les 4-5 ouvrages qui sont consacrés au jardin à la fin 16e et début 17e, et on est dedans. On a l'impression que celui qui a conçu le jardin ici, il a lu ses livres. Ouais. Alors, il peut avoir lu, le livre le plus intéressant, c'est Boisseau de la Baroderie. Il se trouve que Boisseau de la Baroderie, il est né en Saintonge. Il a fait le coup de feu à Luçon. C'est intéressant ça. Il n'est pas interdit de penser qu'il est venu ici. Ce qui serait même fort probable. Que la famille l'ait invité à venir. Donc, là, on est au niveau du cœur du jardin. Est-ce que le Bois Tissando conserve d'autres pépites? Alors, il y en a plein.
Il y en a plein. J'imagine. Mais vous? Il y a la première pépite, c'est la glacière. Ouais. On a les traces de la galerie. On a le vivier en bas qui est un grand rectangle. Ouais. Le petit lait qui est canalisé. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi, ça aussi c'est dans les textes, il y a une obsession de mettre des figures géométriques dans le jardin. Donc le rond, ça va de soi. Bien sûr. Mais Boisseau de la Baroderie parle de mettre des pentagones, des octogones, etc. Et or, en bas, le bassin du moulin, qui sert à retenir l'eau pour le moulin, pour la roue du moulin, c'est un octogone parfait. Voilà, après, on a des grands rectangles, tout est en place. Je veux dire, il n'y a pas de... On est dans les règles. On est dans les règles. On est dans les règles. On continue alors? Il suffit de les savoir. Il suffit de les savoir. Avant de retrouver Marie-Eugène, je vous propose la minute conseil au jardin. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on entretient un fraisier, l'hiver bien sûr. L'idée étant qu'on renouvelle le fraisier chaque saison. En général, un fraisier, ça dure 3 ans, 4 ans. Au-delà de cette durée de vie, on va dire, vous avez des fraises qui sont beaucoup plus petites, donc moi je vous conseille de renouveler vos fraisiers tous les 4 ans à peu près. Et tous les hivers, le travail d'entretien, il est assez simple. Il consiste, vous voyez, je vais le faire là, il consiste à ôter toutes les vieilles feuilles de l'année. On laisse les jeunes feuilles. On en profite pour désherber bien comme il faut. On enlève également, donc là je l'ai déjà fait, mais ce qu'on appelle les gourmands ou les stolons, qui sont les excroissances qui poussent. Donc ça, il faut les enlever régulièrement, tout simplement parce que sinon ça pompe sur le pied mère. Donc ça fatigue le fraisier. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les enlever. Alors ça, en général, ça se fait courant janvier, février. Je viens de vous montrer du fraisier de printemps, du fraisier de saison. Donc vous avez les fraisiers remontants, puis le fraisier de saison qui ne produit qu'une seule fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est, même s'il produit qu'une seule fois le fraisier de saison au mois de juin, vous avez souvent une pousse de fleurs qui repart au mois de septembre. Surtout cette fleur-là, vous les enlevez. Ainsi, vous n'allez pas fatiguer votre fraisier et vous aurez une bonne production. Donc le printemps prochain, vous allez repartir avec de la belle fraise. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces petites astuces sur le fraisier, contribueront à améliorer votre production de fraises. Et heureusement, vous imaginez, heureusement que ce dossier a été fait. Marie-Eugène, on arrive maintenant dans un endroit, j'aime beaucoup cette cressonnière. Alors, est-ce que c'était d'usage d'aménager ce type de structure sur des grands châteaux? Alors oui, enfin tout ce qui participe à l'autarcie du domaine, c'est bon. Et donc en fait, dès qu'on le peut, alors pour le pouvoir, il faut avoir une fontaine d'eau claire. D'eau claire. Absolument. Il faut avoir au-dessus une terre qui n'est pas pâturée. Ouais. Et puis après, naturellement, vous faites un bassin. L'eau vient s'écouler dans le bassin. Alors ici maintenant, le bassin il est comblé par les feuilles, enfin tout. Le temps a fait son œuvre. Mais c'est une question de bon sens en fait. C'est ni plus ni moins que du bon sens, puisqu'après l'eau s'en va dans le talweg du pré qui est en bas. En tout cas, Marie-Eugène, merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien, sur le parc du Bois Tissando. Il faudra qu'on revienne. J'en ai encore plein. J'imagine que c'est pour ça qu'il faudra vraiment qu'on revienne. Merci beaucoup. J'ai plein d'anecdotes sur la grotte de Lourdes aussi, mais bon, puis le reste, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais c'est pour ça qu'on sera obligé de revenir et ce sera un vrai plaisir. Pas de problème, ça marche. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Pour terminer notre rendez-vous, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Je vais vous parler des mousses aujourd'hui, appelées aussi bryophytes. Celles-ci ne possèdent ni tiges ni racines, c'est pourquoi elles n'endommagent en aucun cas son support. Ces mousses se développent au nord, c'est pourquoi elles ont besoin d'humidité et d'ombrage pour leur bon développement. En parlant de développement, celles-ci sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles poussent sur un support aérien ou terrestre. Elles nous servent de puits de carbone ou bien d'eau. Les mousses sont de plus en plus exploitées pour remplacer des espaces minéraux
ou bien des espaces engazonnés. Alors pensez-y à l'aménager dans vos jardins. Comme nous, j'espère que vous avez été touchés par ce jardin historique et j'espère que vous avez retenu qu'il s'agit d'un cas unique sur les Pays de Loire. Si vous passez par les herbiers, n'hésitez surtout pas à avancer jusqu'au Bois Tissando pour découvrir son jardin, mais surtout aussi pour goûter les petits fruits produits ici. Bien évidemment, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.